Soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Nous allons découvrir ensemble l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. L'armée française en deuil. 13 militaires de l'opération Barkhane sont morts lundi soir au Mali dans la collision de 2 hélicoptères engagés dans une mission de combat contre des djihadistes. Dans l'actualité également, un puissant séisme meurtrier en Albanie, région à forte activité sismique. Décryptage dans ce journal avec une géophysicienne. Et puis l'avertissement de l'ONU sur le climat, les émissions de CO2 doivent être réduites de 7,6% par an si le monde veut garder une chance d'éviter une catastrophe. Un film enfin, le dernier de Ryan Johnson, un policier à la Agatha Christie, au casting impressionnant. On commence ce journal avec ce drame qui a coûté la vie à 13 militaires français de la force Barkhane au Mali. Ils ont été tués dans la collision de 2 hélicoptères engagés dans une mission de combat contre des djihadistes. Le récit d'une journée de deuil et d'hommage par Maxime Bios-Duplan. Une minute de silence à l'Assemblée nationale à Paris en hommage aux 13 soldats français morts au Mali lundi soir. Les députés français ont présenté leurs condoléances aux familles des militaires de l'opération Barkhane morts dans le crash de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat entre Mali, Burkina Faso et Niger. Engagés dans la traque au sol d'un groupe armé, les soldats français ont reçu l'appui en début de soirée lundi de 2 hélicoptères, un Cougar et un Tigre et 2 avions Mirage. Dans des circonstances qui restent à éclaircir, une collision a eu lieu entre les 2 hélicoptères qui se sont écrasés, tuant sur le coup tous leurs occupants, dont le plus jeune avait 22 ans. Écoutez Édouard Philippe, interrogé à l'Assemblée par la France Insoumise sur les modalités d'un éventuel retrait français du Mali. L'utilisation des forces armées est toujours politique. Toujours. Elle doit correspondre à des objectifs qui sont fixés par le pouvoir politique. Elle doit correspondre aux intérêts de la France qui sont définis par les gouvernements et par le président de la République, bien entendu. C'est un très long combat dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron devrait avoir lieu aux Invalides dans les prochains jours. Le drame intervient alors que la situation sécuritaire au Sahel est de plus en plus critique et que l'opération Barkhane semble aujourd'hui dans l'impasse. Mais la ministre Florence Parly a tranché. L'heure est au recueillement, pas au questionnement. Je vous le disais en titre, la terre a violemment tremblé en Albanie, secouée par un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter. On compte des centaines de blessés et au moins 16 morts. Raphaël Vivant. Tôt ce mardi matin, les secouristes ont pu sortir des décombres ce jeune garçon après l'effondrement de son immeuble dans la ville de Durrës. Il a ensuite été transporté sain et sauf à l'hôpital. Toute la journée, les secouristes albanais ont multiplié les opérations de ce type à la recherche de survivants. L'Albanie a été frappée dans la nuit par un puissant séisme de magnitude 6,4, suivi de plusieurs répliques. Selon le dernier bilan, au moins 16 personnes sont mortes et plusieurs centaines d'autres ont été blessées. Quand le séisme a frappé, les lumières se sont éteintes, on ne voyait rien, puis tout s'est effondré. Le tremblement de terre a durement frappé les villes de Durrës et Toumané à l'ouest du pays, mais il a été ressenti dans tous les Balkans et en Italie. Les autorités albanaises ont mobilisé environ 300 militaires et près de 1900 policiers pour participer aux opérations de secours et s'occuper des blessés. Certains ont des blessures à la tête et aux membres. Ils sont sous surveillance intensive depuis leur arrivée. D'autres avaient des blessures plus légères. Tous ont reçu les soins nécessaires et ont quitté l'hôpital. Le Premier ministre Edi Rama s'est rendu dans les 2 villes les plus durement touchées. Les Balkans sont une zone de forte activité sismique et les séismes y sont fréquents. Toutefois, ce tremblement de terre est le plus puissant qu'ait connu l'Albanie ces 20 à 30 dernières années. Pour parler de ce séisme, je reçois Marianne Métois, géophysicienne, maîtresse de conférence à l'Université Lyon 1. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, les répliques se poursuivent en Albanie. Pensez-vous qu'elles pourraient être aussi fortes que la première secousse, qui, je le rappelle, était de 6,4 sur l'échelle de Richter? Alors normalement, effectivement, vous avez raison de le rappeler, il y a un certain nombre de répliques qui suivent un choc de cette amplitude. Cependant, il est rare qu'on ait un séisme d'une magnitude égale ou même supérieure à celle du choc principal. Donc a priori, si ce séisme suit bien les règles générales pour les séismes, on devrait s'attendre à des séismes de plus faible amplitude que la magnitude 6,4. Les Balkans sont une zone de forte activité sismique, les tremblements de terre sont assez fréquents. Vous n'êtes finalement pas étonné de ce qui se passe aujourd'hui? Non, effectivement, il y a des séismes fréquemment dans la péninsule des Balkans et en Albanie en particulier, donc on s'attend à ce type de séisme. Ceci étant dit, ça fait un grand nombre d'années que les Albanais n'ont pas ressenti un séisme de cette magnitude, donc ça reste un événement exceptionnel, même si on s'attendait à des magnitudes de l'ordre de 6, voire même 7, comme il y a pu avoir par le passé. Alors aujourd'hui, le bilan des victimes est lourd. Est-ce que l'Albanie est suffisamment équipée pour contrer ces séismes? Alors c'est une bonne question. Donc moi je ne travaille pas dans l'ingénierie parasismique, mais ce que je peux vous dire sur le plan de la connaissance des tremblements de terre, c'est que on ne connaîtra jamais assez bien ce qui se passe dans cette région-là. Donc l'Albanie a besoin d'avoir des réseaux de surveillance, de sismographes encore plus denses qu'à l'heure actuelle, de réseaux de surveillance de la déformation également. Et d'un point de vue, on va dire, plus concret pour les gens, effectivement, on voit les dégâts qu'a causé ce tremblement de terre. On peut se dire qu'il y a de la marge de progression sur les constructions pour avoir des constructions plus résistantes à cette sismicité qui est malgré tout assez fréquente pour ce pays. Un grand merci pour toutes ces explications. Il n'y a plus une minute à perdre pour éviter le pire. L'ONU tire de nouveau la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique et demande des actions immédiates et radicales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si les émissions se poursuivent au rythme actuel, la planète pourrait se réchauffer de 3,4 à 3,9 degrés d'ici la fin du siècle. Le détail avec Julien Pavy. Les États doivent redoubler d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et éviter ainsi la catastrophe. Dans son rapport annuel, le programme des Nations Unies pour l'environnement dresse un nouveau constat alarmant sur le climat et encourage les pays à accélérer drastiquement la transition écologique. Car pour l'instant, la courbe des émissions carbone ne s'inverse pas, s'inquiètent les experts. Quand on regarde les émissions mondiales, on constate qu'elles continuent à augmenter. Il y a quelques années, nous avions un petit espoir d'une stabilisation des émissions, mais en 2017 et 2018, nous n'avons pas encore les chiffres pour 2019, eh bien les émissions de CO2 ont augmenté de l'ordre de 2% l'année dernière. C'est supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Pour le secrétaire général de l'ONU, le défi pour sauver la planète est en train d'être perdu. Nous sommes dans une course pour nos vies et nous ne gagnons pas. L'ONU fixe quelques actions prioritaires comme l'interdiction des nouvelles centrales à charbon en Chine ou de nouvelles voitures zéro émission d'ici 2030 aux États-Unis. Et puis le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, libéré en septembre par Moscou, a reçu aujourd'hui le prix Sakharov des droits de l'homme. Il lui avait été attribué par le Parlement en 2018 alors qu'il était encore en prison. Il a mis en garde l'Europe contre la Russie qui veut faire vivre l'Ukraine à genoux. Lors d'un discours devant le Parlement européen, la Russie, c'est un mensonge, a-t-il déclaré. Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne? Voici un tour d'horizon préparé par nos confrères des équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Argentina ha dictado sentencia contra los curas pederastas del Instituto Próbolo para niños sordos. Notre rédaction espagnole revient sur une affaire qui secoue l'Argentine, le pays du pape François. 2 prêtres ont été condamnés à plus de 40 ans de prison pour avoir violé durant des années des enfants sourds et muets dans un institut spécialisé dans l'ouest du pays. 43 dossiers ont été examinés et 13 victimes entendues, dont certaines ont été violées entre l'âge de 4 et 17 ans. Las sacudidas del escándalo se sienten hasta en Italia, porque este hombre Corradi fue enviado a Argentina.
При разгоне манифестации у парламента в Тбилиси полиция применила водометы. Les journalistes russes d'Euronews ont suivi les manifestations contre le parti au pouvoir en Géorgie. La police a dû disperser les contestataires avec des canons à eau. Ils étaient près de 20 000 lundi soir devant le Parlement dans le centre de Tbilissi, la capitale, pour réclamer la démission du gouvernement et des élections législatives anticipées. 28 manifestants ont été arrêtés et plusieurs autres blessés. Смешанная система дает грузинской мечте значительное преимущество. Άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της. Nos confrères grecs, enfin, reviennent sur la forte tempête et les pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain ces derniers jours. 2 hommes sont morts après le naufrage de leur voilier. L'autoroute reliant Athènes au Péloponnèse a été fermée le temps de nettoyer la boue, les pierres et les branches d'arbres emportées par la tempête. Certaines liaisons maritimes vers les Cyclades ont été annulées en raison des vents violents. Alors que la mobilisation se poursuit contre le pouvoir en place au Liban, un homme a décidé de se servir de son art, le graphe, pour dessiner la contestation en version XXL. Maxime Weiss. Tripoli, deuxième ville du Liban. Comme chaque soir, des milliers d'habitants se retrouvent place Al-Nour. Parmi eux, Mohamed Abrache, 27 ans. Sa place dans le mouvement, il l'a trouvée grâce au graffiti, sa passion. Des fresques gigantesques qu'il peint en public, un témoignage de ce que vit actuellement le pays. C'est mon devoir de participer à la révolution de mon pays. Donc je suis descendu dans les rues. Nous sommes présents ici et nous sommes en train de changer le visage de Tripoli en quelque chose de plus civilisé. Tripoli, ville de paix, c'est le message qu'a écrit Mohamed sur le cèdre, symbole du pays. Une phrase très profonde dans une ville encore marquée par la guerre civile. En quelques semaines, Mohamed est devenu l'un des porte-parole de Tripoli, alors les habitants l'ont aidé. C'est grâce à leurs dons qu'il a acheté ce dont il avait besoin pour achever sa fresque. Il veut s'exprimer et il fait ça à travers le graffiti sur les murs d'un bâtiment abandonné depuis 50 ans et qui devrait être rénové. Il le transforme en icône. Près d'un mois après le début des manifestations, les Libanais occupent toujours leurs rues. Certains diront que l'histoire est en marche et qu'elle s'écrira un jour sur les murs du pays. Allez, on termine ce journal au cinéma avec un casting impressionnant. Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer ou encore Jamie Lee Curtis à l'affiche du dernier film du réalisateur américain Rian Johnson. À couteau tiré, un polar que nous raconte Laurence Alexandrovitch. Avec Knives Out, à couteau tiré en français, le réalisateur Rian Johnson nous plonge dans un univers à la Agatha Christie. Un romancier convie dans son manoir son excentrique famille pour fêter ses 85 ans, mais le riche patriarche est retrouvé mort, un suicide en apparence. Le détective privé Benoît Blanc et l'inspecteur Elliot vont interroger sa famille qui louche sur l'héritage. Tout d'abord, je voulais juste faire un grand polar. J'ai grandi en lisant les livres d'Agatha Christie et je me suis dit, ok, je veux en faire un grand film d'énigmes classiques. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de l'inscrire dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ce n'est pas un film anti-Trump, ce n'est pas un film pro-Trump, c'est une discussion familiale sur les problèmes qui affectent notre pays. Nous abordons par exemple la façon dont les gens se comportent à l'égard des immigrés et des personnes de couleur avec beaucoup d'humour et d'honnêteté. Mais on y a glissé un fond de vérité. Sans aucun doute, Daniel Craig en détective privé porte le film, même si l'acteur anglais insiste sur le travail d'équipe. La meilleure chose qu'un acteur puisse faire est d'écouter, parce que être acteur, c'est avoir du répondant, réagir. Et c'est là que ça devient réaliste et drôle. C'est de là que viennent toutes les meilleures blagues. Les meilleurs comédiens s'écoutent et rebondissent. À couteau tiré sort dans les salles françaises dès ce mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews, l'information continue. Très belle soirée, à demain.